Alors, on a Jim Handy aujourd'hui. Le sujet, c'est l'abondance surprenante de l'abondance paysanne. Comme les petits fermiers au Canada aujourd'hui, les paysans sont souvent synonymes de pauvreté. Et Jim Handy montre qu'en fait, les paysans ont toujours été les producteurs les plus efficaces, avec de faibles ressources disponibles, mais de manière très efficace. Il suggère que même devant une persécution constante, une répression, les communautés paysannes ont fourni des bienfaits nombreux et de manière abondante. Il est professeur d'histoire à l'Université de Saskatchewan, où il enseigne depuis 36 ans, récipiendaire de plusieurs prix, auteur de 50 articles et plus de chapitres et de 5 livres. Les apôtres de l'inégalité, pauvreté rurale, économie politique et l'économiste, 1760 à 1860, et Petits engins d'abondance, une histoire de la productivité et de la répression des paysans. Donc, Jim, maintenant, on va te demander de lancer ta présentation. Tu peux partager ton écran et vas-y de l'avant avec ta présentation. Alors, très bien, merci. Maintenant qu'on est, merci tout le monde de vous joindre à nous, d'être ici, de m'avoir invité. Et je vois qu'il y a beaucoup de participants que je connais dans la liste, ça c'est bien. Et peut-être que maintenant je peux partager. Ah, on a maintenant ton écran, Jim, l'histoire surprenante de l'abondance paysanne. In the presentation mode, or is it coming up correctly on the Zoom Elle screen? lui demande des détails techniques. C'est évident maintenant, oui. Donc, je devrais mentionner que cette présentation vient d'un des livres que Cathy a mentionné, le Petits engins d'abondance, histoire de productivité, de répression des paysans. Ça a été publié par Fernwood en 2022. Et la peinture vient du devant du couvercle du livre. C'est très bonne. Alors, Pedro Rafael, il vient du Guatemala, c'est lui qui a fait la peinture. Et je vais essayer de partager cela. OK, prochaine diapo. Alors, on se fait toujours dire de l'efficacité de l'industrie agricole actuelle sur les prairies. On nous dit que d'appuyer les techniques, c'est comme un impératif moral, un devoir. Et comment est-ce qu'on nourrit les millions de gens qui ont faim à l'Université de le monde et à l'Université de Saskatchewan, là où je travaille, ce devoir, ça fait partie de notre la mission que l'université se donne. On dit l'université déclare quelle est l'université que l'on a besoin. La plupart d'entre nous, on est accoutumés à des paysages des images de paysans qui viennent de l'histoire. Prochaine diapo. Alors, ça vient des histoires, de la littérature populaire et des films qui montrent les paysans, la vie paysanne comme étant misérable, pleine de pauvreté, de privation, et l'agriculture est souvent montrée comme c'est comme une pauvreté idiote, une description des paysans irlandais au milieu des années 1800. Alors, l'abondance, c'est certainement pas un des mots qu'on va associer au gagne-pain des paysans, mais néanmoins, dans ce livre, j'ai suggéré que très souvent, même à petite échelle, et je vais les appeler les paysans, les poursuites agricoles sont et ont été historiquement et même de nos jours des petits engins d'abondance, et que comprendre cette source d'abondance pourrait être importante. Comme le titre du livre le suggère,
Je pense que c'est utile de comprendre comment et pourquoi les gangs paysans ont été attaqués et dégradés pour comprendre pourquoi le gagne-pain des paysans semble avoir été une menace aux gens en pouvoir, qui ont du pouvoir au fil du temps et autour du monde. Donc, aller plus loin dans la présentation, je suis historien. Les historiens racontent des histoires, mais c'est un peu inexact de dire, comme les gens le disent, que les histoires content des histoires à propos du passé. Quand les historiens veulent raconter une histoire, ils ont toujours un pied dans le passé et un pied dans le présent. Et si elle avait un troisième pied, on serait dans l'avenir. Comme Lewis Napier a dit, un siècle passé, les historiens se rappellent du futur, imaginent le passé. Un commentaire qui a souvent confondu les étudiants d'histoire. Mais ce que Napier voulait montrer, c'est que les historiens décident sur les histoires qu'ils vont raconter et comment ils vont les raconter, parce qu'ils croient que ces histoires-là auront une pertinence actuelle et une vision de l'avenir. Alors, se rappeler de l'avenir, comme Napier le disait. Donc, les historiens croient toujours que les histoires qu'ils racontent sont importantes dans le présent. Sans ça, ils ne voudraient pas les dire ou les dire de la manière qu'ils le font. Mais souvent, on laisse ça aux autres être plus explicite à propos de cette pertinence contemporaine. Alors, moi, je suis souvent cette pratique-là et dans ce livre-là, et je raconte des histoires et dans différents endroits. Alors, différents endroits, différentes périodes temporelles à propos de la productivité paysanne et des difficultés auxquelles ils font face. Et après, à la discussion, questions-réponses, là, mais je serais prêt à ouvrir on pourrait discuter de la pertinence actuelle en matière de cette abondance. Alors, je vais commencer à en parler en général de ce que je fais dans ce livre-là, et ensuite, je vais détailler plus complètement une des histoires, et ensuite conclure avec quelques pensées. J'écris à propos des paysans et de leurs troubles, surtout en Amérique centrale, depuis une quarantaine d'années. Et je n'étais pas, j'étais au courant que la façon qu'on montrait les paysans communs n'était pas très exacte. Et c'est même de l'idée d'explorer des troubles similaires dans mon livre, des choses que j'avais observées en Amérique du Sud, mais ailleurs dans le monde à différents temps, et que ce serait intéressant d'écrire là-dessus. Donc, le livre met l'accent sur 5 différentes histoires sur la productivité paysanne, l'abondance et comment s'intégrer. En Angleterre et au pays de Galles, dans le siècle entre 1750 et 1850, durant la Révolution agricole, en Jamaïque, dans la période juste avant et après l'émancipation des esclaves en 1834, au Guatemala au 20e siècle, au Niger dans le 20e siècle et en Kerala, en Inde, de le passage d'une réforme, loi importante, une loi sur la réforme agraire de 69 à nos jours. J'avais une idée quand j'ai commencé la recherche que j'allais découvrir que cette description des paysans de leur gagne-pain était misérable et que c'était idiot de poursuivre cette agriculture. Mais ce n'était pas exact historiquement. Mais même à cela, j'ai été émerveillé à la preuve de la productivité remarquable de l'agriculture paysanne que j'ai découvert et la façon qu'ils étaient démontrés, leur autonomie et leur abondance simple qui devenait apparente si on faisait une bonne recherche. Et je reconnais que pour ceux qui ont été élevés sur des anecdotes dans lesquelles les paysans est synonyme avec la pauvreté et qui se mascarade comme d'histoire, c'est plutôt contre-intuitif.
Alors, je vais vous donner un peu avec une description de mes exemples pour suggérer que cette productivité sur les petites parcelles de terre et l'abondance modeste qu'elle fournissait. Et un peu d'histoire et des dates. En 1798, Sir Trevor Bernard, un propriétaire foncier anglais très riche, et m'excuse, Jill, peux-tu avancer à la prochaine diapo? J'avais oublié, il avait décrit une petite ferme près de Tadcaster, un autre diapo. Une très petite ferme à Tadcaster en Angleterre. Une journée, il est arrêté pour s'informer du propriétaire de la ferme. Et selon les notes de Bernard, la ferme était louée par un vieil homme, Britton Abbott, sa femme. Le nom de sa femme n'est pas donné là. La ferme est composée d'un chalet et ça, c'était un corps d'acre, rood of land. Et il dit, c'était enfermé par une clôture en bois là, ou en terre. Il y avait le chalet, 15 pommiers, green gage, des arbres d'abricots, des groseilles et des buissons, beaucoup de légumes et 3 ruches. Et ils obtenaient 40 boisseaux de patates de ce corps d'or-là. Et ils avaient élevé 16 enfants ensemble et ils vivaient heureux sur cette petite terre-là. Prochaine diapo, Joe. Mais Abbott, ce n'était pas inhabituel. Il y en a qui ont vu que la campagne anglaise était peuplée par des dizaines de milliers de Britton Abbots, comme ces gens-là, qui avaient une productivité remarquable et qu'ils étaient souvent, ils vivaient dans le bonheur dans ces petites parcelles de terre. Et ce n'était pas seulement vrai de la campagne Angleterre à la fin du 18e siècle, ce qui est devenu apparent quand j'ai creusé dans l'histoire des subsistances paysannes, c'est l'histoire de Britton Abbey, les succès, les satisfactions avec sa vie sur la terre étaient répétés une fois après l'autre d'un endroit à l'autre. Dans chacun des endroits et ces périodes de temps, je discute dans le livre, on peut trouver des tendances similaires. L'agriculture décrite était très variée et diverse, mais il y avait aussi beaucoup de choses en commun. Alors, je vais faire des remarques sur une couple d'éléments sur la petite ferme qui se répète ailleurs dans les histoires que j'amène. Abbott et sa femme avaient un quart d'acre. Les paysans que j'ai décrits à différents endroits dans ce livre-là avaient environ un quart d'acre et allaient jusqu'à peut-être 16 acres de terre. La terre d'Abbott, il y avait le chalet et une très grande permaculture et une polyculture complexe qui fournissait de bons retours année après année et génération après génération. Avec les nombreux arbres sur la terre, il y avait une description d'un bon jardin à ce moment-là, suggérait qu'il y avait des radis, du persil, des fèves, des choux, des oignons, des poivrons, carottes, patates, navets, oignons, des fèves. Il pouvait également élever des abeilles, du poulet, des oies et un cochon ou deux. Alors, il disait l'optimum de 2-3 acres de terre pourrait nourrir une famille et avoir des excès pour vendre au marché. Dans ce cas ici, on est introduit à la famille quand Sir Trevor rencontre sa femme qui revient de vendre au marché.
Alors, Brinton et sa femme travaillaient des fois pour le fermier qui lui louait leur terre, mais ce salaire-là était considéré comme une aide bienvenue aux revenus de la famille, mais ce n'était pas le revenu principal. Pour suggérer comment le ménage des Abbott et la merveilleuse productivité qui intriguait Trevor est similaire à des millions de paysans, de ménages de paysans autour du monde à différents temps. Et je vais vous donner quelques descriptions des polycultures complexes et qui ont supporté et qui supportent encore les ménages paysans autour du monde. Prochaine diapo. Au Guatemala, les paysans mayans, tu as les deux là. Ah, OK, merci de revenir. Les paysans mayas faisaient une culture de milpa qui est en fait très simple, une polyculture composée des trois sœurs, maïs, fèves et des gourdes, avec un mélange de petites herbes. Quand on regarde de plus près, il n'y a rien de simple à propos de l'agriculture milpa. Il y a environ 6000 variétés de maïs, de corn, de blé d'Inde en Amérique centrale. Un paysan mayen avec un acre ou deux préfère 5 ou 6 espèces selon les circonstances, les microclimats qui poussaient l'année d'avant, etc. Il y a deux types de fèves. Il faut qu'ils soient correspondantes avec la variété de sol selon la condition du sol et le type de gourde qu'on va faire. Il y a 5 différentes variétés et les herbes sont choisies, leur valeur, mais et ce n'est qu'une, avec les courges, là, ce n'est qu'une partie de la partie complexe. Et il y avait un canopé de différentes cultures, permaculture, de bon montant d'ombre et de soleil, et qui augmentait le revenu et la soutenance, et aussi avec de petits animaux, et soutenu par le fumier et les engrais. Un bon fermier maillant comprend bien les différentes caractéristiques du fumier de moutons et de chèvres mélangés avec de la paille et de la cendre. Et tout cela, il faut considérer l'hydrologie complexe des champs en pente ou des champs planches. Au Nigeria, les coiffeurs contraints par la répression à l'agriculture. Prochaine diapo, Joe. Alors, il y avait de la répression. S'il y avait des plateaux en pente abrupte, pendant des générations, ils ont quand même eu des moyens de subsistance très productifs. Une étude des années 50 et 60 donne cette description-là de l'agriculture coiffeur. Il y aurait peut-être 2 acres et demi de terre. Les champs sont très terrassés et labourés pour juste permettre le bon montant de rétention d'eau. Comme les Mayas, leur diète, l'agriculture est basée sur la trinité. Ici, c'est le sorghum, le millet, cowpeas, et ils avaient une variété de d'autres. Il y avait le sorgho, il y avait les citrouilles, des pommes de terre, cassava, okra, etc. Les cultures sont choisies pas seulement pour les besoins de la famille, du marché, mais aussi pour attacher les sols, remplir l'azote, protéger contre le vent, fournir la vie privée, du fourrage et, plus important, de répartir la récolte et les demandes en matière de main-d'œuvre pour qu'on n'ait pas besoin d'embaucher de l'aide extérieure. Tout ça, c'est
présenté intercalé, il n'y a presque pas de mauvaises herbes. Il n'y a virtuellement pas de forêt, soit sur les montagnes ou sur les plaines. Mais il y a beaucoup d'arbres. Il n'y a pas de forêt, mais ça peut être dans le jardin. Il y a plusieurs. Alors, les palmiers, camarium, papaye, mangue, et ils ont quelques buissons de coton pour faire leur propre textile, comme les mavias. Les cofiores ont un système complexe de fermiers, d'engrais, avec un mélange de fumier de chèvre, des restants de cuisine et de la cendre. Et je vais vous donner un autre exemple. Prochaine diapo. Regardez, alors, voici au Kerala, en Inde, en 95, et je cite, les espaces entre les plantes de coconut, de noix de coco, sont utilisés pour culturer une série de cultures intercalaires, beaucoup de stratification. Donc, les pérennes, alors, les différentes cultures comme noix de coco, jack, mango, cachou, tamarinde, de différentes espèces forestières occupent le premier, le canopé plus haut, la voûte plus haute. Ensuite, différentes, un deuxième niveau au milieu et ensuite une autre série. Là, donc, cette architecture, ça ressemble un peu à une forêt tropicale en matière de structure de densité. Donc, ça devrait être évident maintenant qu'en dépit de la diversité de toute cette agriculture paysanne, ont toutes des caractéristiques similaires. C'est basé sur la polyculture complexe avec une très grande variété de cultures de permaculture, des cultures qui captent autant d'énergie solaire à différents niveaux, autant que possible, dont les racines vont à différents niveaux dans le sol, les cultures qui ont une diversité dans les variétés de fonctions. Ils attachent les sols à trop meubles, prévenir l'érosion, ajouter de l'azote, protéger contre le vent ou s'il y a trop de soleil, trop de pluie, pour enrichir le sol. Choisi pour les planter quand le sol est sec ou quand il est trempe, qui sont choisis parce qu'on peut les récolter tôt ou tard pour répartir les demandes en matière de main-d'œuvre et sont choisis parce que les ménages paysans en aiment le goût. Dans tous les exemples, il y a beaucoup d'attention qui est payée au maintien de la fertilité du sol. Tout cela exige une compréhension complexe de l'endroit. Alors, une telle agriculture ne peut pas être facilement reproduite par des gens de l'extérieur ou transférée facilement d'une place à l'autre, parce que ça dépend de la polyculture. Les exemples que je donne dans le livre résistent même à une mécanisation limitée. Ils utilisent les ressources rares, la terre, la fertilité du sol, l'eau, de manière très efficace et en utilisant la ressource la plus disponible, la main-d'œuvre, et de la meilleure manière. Alors, parce que les retours profitables pour chaque heure de main-d'œuvre sont traditionnellement très faibles, l'agriculture paysanne, en tous les endroits, est considérée très inefficace par les standards des économistes ou des spécialistes en développement. Donc, ça m'amène au deuxième objet de mon livre, c'est l'histoire de la répression des paysans. Revenons un peu à Brinton Habit. Et Jill, prochaine diapo.
La description d'Abbott était intéressante pour moi parce que ça a apparu à un moment donné quand la révolution industrielle de l'agriculture avait lieu en Angleterre et c'était un temps où l'Angleterre faisait la guerre aux paysans, si vous voulez, éliminer les chalets où les paysans restaient et le peu de terre qu'ils exploitaient. À mesure que les fermes sont devenues plus grandes et qu'il y avait besoin de plus de capital, Abbott et sa famille étaient sur cette pièce de terre pendant environ 20 ans. Avant ça, il y avait une autre petite ferme, mais ils avaient été jetés dehors quand l'autre terre agricole a été fermée. La propriété a été élargie et ils ont perdu leur bail. Alors, il n'y avait pas de terre et vide en même temps que sa femme était enceinte avec son 7e enfant. Il avait seulement beaucoup de chance, il avait accès à cette nouvelle parcelle de terre et il avait raboté sa vie. Abbott a été un des quelques chanceux. Toutes les subsistances, tous les paysans que j'ai étudiés furent attaqués de différentes manières. Ils ont été jetés en dehors de la terre dans le cadre de cette guerre contre ces gens-là en Angleterre, forcés de donner de la main-d'œuvre, forcés sur les femmes de café ou ils ont perdu leur terre à cause du manque d'efficacité en Guatemala. Et on voyait ça comme de la main-d'œuvre illimitée au Niger et aussi l'agriculture complexe a été changée parce qu'on demandait l'agriculture plus chimique dans la Révolution verte au Kerala, étant donné que la productivité de l'agriculture paysanne, avec tous ceux qui auraient voulu le voir, on se demande, et moi je demandais dans le livre, pourquoi elles ont été attaquées sans cesse. La nature de l'attaque des paysans a été très variée. Une raison, simplement, que des gens plus puissants voulaient la terre des paysans ou la main-d'œuvre des paysans. Mais plus souvent, l'attaque contre les paysans, c'était des justifications que le progrès exigeait l'expropriation des paysans ou demandait qu'ils soient forcés à changer leur manière de faire. Les paysans ont empêché le progrès, on disait, parce qu'ils n'étaient pas efficaces, parce qu'ils étaient dans le chemin des profits, parce qu'ils refusaient de travailler souvent pour peu d'argent pour ceux qui avaient du capital, parce qu'ils étaient des traditionnistes idiots. Et parfois, il y avait des politiques délibérées pour s'assurer que les paysans ressentaient la faim, le froid, les privations, pour les forcer à travailler plus fort ou pour les empêcher d'avoir trop d'enfants. Prochaine diapo. L'approche constante a été que les paysans, en dépit de toute la logique de tous ceux qui ont passé du temps en milieu rural, qu'ils étaient paresseux. Cette paresse était souvent attribuée à la race, mais aussi souvent, c'était parce qu'on vous disait, parce que les paysans n'avaient pas assez de besoins au-delà de la nourriture, d'un bon chez-soi et d'embrasser la famille et la communauté. Cet enjeu des besoins, des vouloirs, c'est très important dans ces histoires-là. À la fin du 18e siècle, les économistes politiques et d'autres étaient venus à la conclusion que la force pour le développement économique était l'expansion des besoins ou des besoins, comme on les appelait. Comme Robert Malthus le disait en 1820, il était non inquestionnable, c'est une photo de lui, là,
c'est inquestionnable que la richesse produit des besoins, des demandes, mais c'est plus important, une vérité, plus que les besoins produisent la richesse. Alors, sans ça, les gens ne seraient pas industrieux. Les économistes, politiques, gouvernements, les élus, les coloniaux, à la fin du milieu du 20e siècle, étaient tous étaient ébahis par les besoins limités des paysans et qu'ils étaient trop autonomes. Souvent, ça avait une composante raciale. Ce n'est pas seulement les paysans, mais Mayans au Guatemala, les anciens esclaves nègres en Jamaïque ou des paysans africains colonisés qui étaient satisfaits avec trop peu. Alors, pour explorer comment cela se produit, je vais finir cette discussion-là en racontant une des histoires dans le livre Les paysans en Jamaïque, juste avant et après l'émancipation de l'esclavage en 1834. Prochaine diapo. J'ai trouvé c'est ce chapitre le plus intéressant à lire dans le livre parce qu'une bonne coup de preuve là-dessus vient de rapports comités choisis au Parlement britannique avant l'émancipation en 1834 et continuant jusqu'à les années 1860. En lisant ces rapports qui avaient des milliers de pages d'interviews, d'interrogations des témoins, la plupart, souvent, c'était de lire contre le grain, contre le poil. En fait, de trouver des preuves qui étaient contraires à ce qu'ils voulaient présenter. Pour les historiens, une telle exploration est toujours le plus plaisant et enrichissant. Je vais vous donner un peu d'histoire de base. Jamaïque était la colonie la plus lucrative pour la plupart du 18e siècle. Avec Saint-Domingue français, les deux régions qui produisaient le plus de sucre au monde et la destination pour la plupart des esclaves pris de l'Afrique durant l'esclavage transatlantique. En 1834, cependant, l'Angleterre a mis fin à l'esclavage dans toutes ses positions. Pour compenser, les Jamaïcains, les propriétaires d'esclaves, on leur donnait 20 millions de livres des contribuables britanniques. Pour réduire encore plus l'impact sur les propriétaires d'esclaves et pour accoutumer les anciens esclaves au travail salarié. Et c'était prévu pendant 6 ans. Les esclaves devaient travailler 40,5 heures une semaine pour leur propriétaire, pour le rien, mais ensuite, ils devaient travailler des heures extra pour les salaires. Les témoignages suggèrent que c'était la façon la plus brutale période pour les anciens esclaves. Comme un ancien esclave a dit, c'est comme si les propriétaires voulaient nous faire sortir tout le jus des esclaves. Il y a une photo à droite en bas et ça a été développé. On appelait ça le treadmill. C'était seulement utilisé en Jamaïque, à ce que je sache. Et la période des apprentis a fini en 1838. Et un des gros conflits, c'était le succès des anciens esclaves en tant que fermiers paysans. Et ils ne voulaient pas donner la main-d'œuvre pour le sucre. Donc, il faut expliquer un peu plus. Prochaine diapo. Même durant la pire période d'esclavage, les esclaves jamaïcains étaient capables de bâtir des communautés et une certaine indépendance pour eux-mêmes. Une des façons qu'ils ont fait ça, c'était de créer une deuxième existence, une deuxième vie qui n'était pas si secrète pour eux-mêmes en tant
en tant que paysans. À permettre aux esclaves de produire leur propre nourriture, ça faisait du sens pour les propriétaires de plantations. Ça réduisait les coûts de s'en occuper. Les esclaves avaient accès à deux types de terres, hein. Des jardins pour esclaves, près des huttes, dans les villages d'esclaves, sur chaque plantation, et des terres mises en disposition qui étaient dans les terres plus abruptes, montagneuses, qui étaient à une certaine distance de la plantation. Au fil du temps, cet arrangement-là est devenu la coutume acceptée et ensuite considéré par les esclaves et leur maître comme étant un droit. C'est que les jardins d'esclaves près des huttes, c'était un peu comme des propriétés d'esclaves comme telles. Et si les propriétaires essayaient d'interférer, ça causait des grosses perturbations. Selon tous les comptes, et il y en a beaucoup, les visiteurs, gestionnaires de plantations, rapports de comités, ces terres-là étaient très productives. Comme en Angleterre, les esclaves avaient toutes les opportunités pour profiter du jardin, même s'ils devaient travailler 16 heures par jour durant la récolte du sucre. Comme un des propriétaires d'esclaves l'a dit, ils l'ont. Alors, et leur temps pour dîner et les pauses, ils allaient travailler dans leur jardin et ils utilisaient dans leur jardin, ils avaient beaucoup de permaculture. Puisque les terres données étaient plus loin, les opportunités de travail là étaient plus limitées. Et la dimension de ces terres-là était souvent dictée par le temps de main-d'œuvre. Alors, très peu d'esclaves plantaient plus que 2 acres de terre. Au fil du temps, c'est devenu une coutume, une loi, que les propriétaires devaient leur donner chaque 2 samedis pour leur travailler sur leur propre terre. Alors, il y en a qui ont donné plus de temps, mais aussi terres-là sont devenues très productives. En 1780, un agriculturiste qui faisait le tour de la Jamaïque disait « Il est étonnant les quantités de nécessités communes de vie que ça va produire. Un acre de cette description va être très suffisant pour fournir une famille modérée et mais peut paraître aux propriétaires d'en amener même au marché. » La liste de ce qu'ils ont produit là était très impressionnante. Une description d'une période plus tard disant les pommes oranges, pomegranates, les figues, cachous, bananes, dattes, plantains, fruits, mangue, patates, cassava, pois, fèves, choco et du maïs indien. La productivité remarquable de telle terre était due à la fertilité inhérente à la nouvelle terre réclamée de la forêt, mais également le résultat d'un mélange dynamique, d'un mélange de cultures de l'Amérique, de l'Europe et de l'Afrique qui utilisaient chaque parcelle de terre, chaque petit bout de terre. Alors, la culture vibrante des marchés dans les villages et les villes de cette période-là, alors c'était produit et était la propriété des esclaves. Donc, ça présente un dilemme philosophique intéressant, philosophique, historique pour ceux. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on est propriété a de la propriété? Sous l'esclavage, les propriétaires d'esclaves embrassaient cette production-là. Comme j'ai dit, les esclaves produisaient leur propre nourriture, réduisaient les coûts d'entretien pour les propriétaires d'esclaves, alors qu'ils s'assuraient qu'ils faisaient la main-d'œuvre pour le sucre. Mais après 1834, tout ça a changé. Surtout après la période d'apprenti a fini en 1838, les planteurs de sucre se plaignaient qu'ils ne pouvaient
pas de la main-d'œuvre pour le sucre, pas au salaire qu'ils voulaient payer. Jean III d'expulser les esclaves de leur jardin d'esclaves et ensuite les empêcher d'avoir accès à leur propre terre. Mais ils ont trouvé d'autres moyens. Ils ont acheté de la terre sur contrepartie de temps avec des baptistes qui créaient leur propre communauté de réfugiés. Un a dit, ils appelaient, ils disaient qu'ils achetaient des montagnes ou qu'ils étaient squatteurs sur des terres non occupées. Et comme durant l'esclavage, il y a plusieurs descriptions de la très grande productivité de ces terres-là. Comme anciens esclaves libres des demandes de l'esclavage pouvaient transformer ça dans leur propre jardin très abondant. Une description en 1850 montrait différents produits, breadfruit, yam, orange, plusieurs que je ne connais pas, des ananas, plantains et différents, aussi des fruits. Une discussion dit que c'était des forêts multicultures. Et il y a aussi beaucoup de maïs, des patates, des tomates, l'oignon, des poivres, tout en élevant des poulets, des chèvres, des canards et bien sûr des cochons. Et comme un ministre baptiste disait, nous avons le germe d'une paysannerie noble et libre. Ou un gouverneur sympathique remarquait en 1840, je ne suppose pas que les paysans au monde ont tellement de confort et autant d'indépendance et de joie. Donc, la réaction du Parlement jamaïcain, du Parlement britannique et jusqu'à un certain point, la presse britannique et les publications, c'est tout moins très intéressant. Quoique les comités sélects, on leur donnait de temps à autre et souvent des descriptions de la productivité merveilleuse et du travail ardu des paysans colons, la rhétorique est devenue, a commencé à les maudire comme paresseux indolents pour expliquer leur manque de volonté de travailler pour des salaires dans les campagnes, les terres de sucre. C'est devenu raciste au Guatemala qu'on ne pouvait jamais progresser, que le sucre ne pourrait prospérer sans une forme de coercition appliquée aux négros, aux nègres, parce que leur demander de s'attendre de besoins de minimum nécessaire. Il faut que s'attendre qu'il y aurait besoin de plus, que ça ferait violence à leur propre nature, à moins qu'un type de coercition soit utilisé. Alors, les paysans, sinon, les paysans continuaient à s'asseoir là avec leur belle gueule, près dans les citrouilles, alors que le sucre est en train de pourrir parce qu'on ne peut pas les embaucher pour faire le travail. Comme disait Thomas Carlyle en 1850 dans un discours occasionnel sur la question des nègres. Alors, c'est difficile, c'était souvent ces commentaires racistes. Souvent, c'était même né à l'extrait. Un comité allait très loin à questionner à propos des nègres. Il y en a qui portaient des souliers et comment alors, mais qui les enlevaient et portaient des sandales. Il disait qu'ils portaient des souliers pour aller à l'église, mais qui mettaient des sandales pour travailler ou travailler loin. Et que ça démontrait pour les auteurs un manque de culture. Même un journal a dit que alors ils n'avaient pas le bienfait du fouet
de la faim et du froid pour les inspirer à travailler. Alors, donc, il n'y avait rien d'amusant à propos des restrictions que le gouvernement britannique et jamaïcain ont amenées pour appauvrir l'agriculture paysanne en Jamaïque, pour leur faire sentir ce froid bienfaisant de la faim et du froid. Des lois ont été passées pour interdire les marchés le dimanche, des restrictions sur les permis de vente, pour les interdire de vendre à l'extérieur de leur district. De nouvelles taxes furent introduites, plus pesantes sur les paysans, des lois vexantes introduites qui empêchaient les paysans de prendre des mesures contre le bétail qui arrivait dans leurs champs de d'autres grosses propriétés, mais qui permettaient aux propriétaires fonciers de tirer les cochons, les moutons, les chèvres des paysans qui rentraient sur leur propre terre. Alors, d'autres campagnes ont été montées pour sortir les squatteurs de toutes les terres en Jamaïque. Prochaine diapo. Le résultat de ces mesures draconiennes pour appauvrir l'agriculture paysanne, on pouvait s'attendre au résultat. En 1865, lorsque les paysans ont attaqué une couple de grandes propriétés près de Morin Bay, le gouverneur a déclaré l'île que c'était une perturbation complète et 85 paysans furent tués par des troupes. Un autre 354 personnes ont été exécutées et plus de 1000 paysans, de ménages paysans ont été brûlés. Et comme le gouverneur a suggéré, la réponse a été si forte et terrible qu'on ne l'oubliera jamais. Et par la suite, des lois plus fortes ont été promulguées contre les paysans. Les hauteurs ont été données à surtout des propriétaires américains. L'agriculture paysanne en Jamaïque ne s'est jamais reprise, récupérée. Prochaine diapo. Mais toutes ces histoires-là ont en commun. Voici, c'est ce qui suit. Dans tous les exemples, il y a des preuves merveilleuses de la productivité remarquable de la polyculture paysanne en utilisant très peu de ressources, très peu de terre, de sol fertile et de l'eau de manière plus efficace parce qu'ils utilisent du facteur le plus important qui est la main-d'œuvre. Ce qui est également révélé dans tous ces exemples-là, c'est comment une telle production paysanne, couplée avec des besoins limités, ça ne causait pas la misère, comme les commentaires disaient, mais plutôt une abondance dans la plupart des choses auxquelles ils attribuaient de la valeur. Ça illustre également comment la subsistance déterminée des paysans a été attaquée et condamnée parce que les autres voulaient la main-d'œuvre plus cheap au nom de l'État ou du développement économique et parce qu'ils étaient renversés par l'abondance des paysans. Tout au moins, je pense que ça suggère qu'il faudrait réévaluer l'histoire des paysans et de pouvoir apprécier ce qu'ils ont souvent constitué, qui était une bonne vie. Alors, merci, c'est tout pour ma présentation. Alors, bien sûr, Fulmoud aimerait bien que vous achetiez le livre. Merci beaucoup. Merci, Jim.